En effet, j'ai écrit la trilogie paysanne. C'est un long travail. 3 tomes, comme l'indique le titre, et dont chacun fait à peu près 500 pages, au total 1500 pages. 1500 pages d'écriture, mais aussi 1500 pages de lecture. Je me demande bien qui aura le courage de lire un pareil pavé. Heureusement, il y a 3 tomes. On peut commencer par le tome que l'on veut, et peut-être la lecture d'un tome incitera-t-elle à lire les autres tomes, car dans le tout, il y a une cohérence. Au cœur des réflexions, c'est le paysan qui est présent. Le paysan en tant que des conditions de travail, des conditions de vie, un statut social dans la société. Le livre 1 s'intitule « La longue marche des paysans ». Ce titre indique que pour parvenir à leur stade actuel, les paysans ont dû s'engager dans un long processus d'émancipation. Nous racontons ici d'abord l'histoire des paysans bretons, l'histoire de ma famille, car je suis fils des paysans et j'aime le dire. J'ai toujours été fidèle au monde paysan. Et j'ai commencé par écrire sur donc les paysans bretons, les paysans de l'Ouest, et finalement l'ensemble des paysans. Je raconte le processus d'émancipation et notamment l'importance de la grande révolution paysanne qui se situe entre 1945, 1975 ou 1950, 1980. Cette révolution paysanne, on peut l'imager par le livre de Michel de Bâtisse, ce petit paysan de l'Aveyron qui avait 7 hectares, n'est-ce pas, de terre, de l'Aveyron, je ne suis pas sûr, du Massif central, et qui a écrit La Révolution silencieuse. Le monde agricole a profondément changé entre 1950 et 1980. Ce qu'on a appelé les 30 glorieuses de la nation furent aussi les 30 glorieuses de la paysannerie. Mais cette révolution qui s'est produite au nord ne s'est pas produite partout. Vaste est le monde. Vaste est le monde, et le 2e tome est consacré à l'épopée inachevée des paysans du monde. Ce 2e tome est ambitieux. Je crois que certains diraient même qu'il est prétentieux, car on dispose de très peu d'ouvrages sur les paysans du monde, ou plutôt, il faut faire un travail de recherche considérable. Et c'est en écrivant, de recherche bibliographique, je veux dire, et c'est en écrivant l'épopée inachevée des paysans du monde que m'est venue l'idée de créer les bibliothèques des paysans du monde, c'est-à-dire un lieu où on pourrait rassembler ce qui concerne le monde paysan de façon à faciliter le travail de recherche et à développer notre réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un paysan et quelle est sa fonction dans la société et qu'est-ce que nous pouvons attendre du devenir de ces paysans. Alors l'épopée inachevée des paysans du monde parcourt le monde. J'ai eu la chance moi-même d'aller, je crois, dans la plupart, dans tous les continents et dans un très grand nombre de pays. Et par fidélité, dans tous les pays où je suis allé, j'ai toujours rendu visite aux paysans du monde. Le 3e livre, c'est le dernier, c'est celui dont on parle, il vient de sortir. Ils vous nieront tous, les paysans du monde. Si quoi? Eh bien, si un certain nombre de conditions sont satisfaites, si l'humanité se persuade qu'on ne nourrira pas les hommes dans l'avenir avec des paysans pauvres et ignorants,
Je trouve que c'est la question, on pourrait dire, préalable. Mais ce n'est pas tout de suite évident de savoir qu'est-ce qu'un paysan. En effet, comme l'a écrit Braudel, il y a plusieurs façons d'être paysan. Et si je m'en tiens à ce qui me paraît le plus important, c'est-à-dire le statut social, et si je me place dans l'histoire, eh bien, on pourrait dire, n'est-ce pas, un paysan, c'est un travailleur de la terre. Ça, c'est une réponse juste, mais complètement banale. Et par conséquent, il faut un peu creuser cette notion de paysan. Historiquement, il y a les paysans ont été des travailleurs forcés, des esclaves, des serfs, des métayers, des fermiers et de petits propriétaires exploitants. Alors, qu'est-ce qui définit vraiment le paysan? Je crois qu'en me référant à une notion quasi universelle, on reconnaît au paysan une certaine autonomie dans son travail et dans la gestion de son exploitation. Un serf est un paysan s'il a une certaine autonomie dans la gestion de son exploitation et dans son travail. On reconnaît aussi que le plus souvent, le paysan, que nous appelons le paysan, est un homme qui travaille avec sa famille. Par conséquent, l'esclave n'est pas un paysan. Le métayer est un paysan. Mais il y a aussi, depuis une époque récente, il y a les sovkhosiens, il y a les kolkhosiens, il y a les kibbutzim, il y a les travailleurs des communautés rurales. Est-ce que nous allons dire que c'est des paysans? Alors je crois que le mot paysan occulte l'histoire. Il faut lui donner une signification par rapport essentiellement à son statut social et aux rapports qui s'établissent entre les paysans et la société. Vous savez que Mendras a écrit un bouquin célèbre qui s'appelle « La fin des paysans ». C'était un peu prématuré, mais maintenant j'affirme avec Mendras que nous allons vers la fin des paysans. C'est inévitable. Pourquoi dire ça? Il y a deux aspects à examiner, l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. L'aspect quantitatif, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle en Europe, les paysans, ou tout au moins les ruraux, représentaient 80% de la population totale. À ce moment-là, un paysan nourrissait une ou deux personnes, n'est-ce pas? Lui, en agriculture de subsistance, et une personne. Actuellement, la moyenne est autour de 50%. Et aux États-Unis, 2%. En moyenne, dans le monde, un paysan nourrit 2 personnes. Et aux États-Unis, on en nourrit 100, 50 à 100. Il y a une capacité nutritionnelle du paysan qui augmente et c'est une nécessité absolue. Pourquoi une nécessité absolue? Parce que la nouvelle équation du développement comporte 2 termes, productivité, durabilité. Productivité nécessairement, puisque la population va doubler en nombre. Il faudra multiplier par 2 ou par 3 la production d'ici 1950. Qu'est-ce que nous racontent les productivistes, ou les antiproductivistes? Nous sommes obligés d'augmenter la productivité. Il n'y a pas d'échappatoire, à moins qu'on décide de faire moins d'enfants. Et il faut se dépêcher alors. Et on mène plutôt la lutte pour conserver un certain taux de natalité, notamment dans le Nord, n'est-ce pas? Alors dans le Nord, on a moins besoin d'augmenter la productivité, mais dans le Sud, c'est un besoin considérable. Et d'autre part, productivité, durabilité. Si on
considère qu'il faut multiplier la production par 3, il faut multiplier par 3 l'intensité de la production. Or, la nature s'essouffle déjà à nos taux d'exploitation. Qu'est-ce qui se passera alors? Donc, une nouvelle équation du développement, durabilité, productivité. Et je crois que pour mettre en œuvre cette équation du développement, il nous faut de nouveaux paysans. Les nouveaux paysans seront moins nombreux, ils seront mieux instruits, mieux formés, mieux cultivés, et ils disposeront de surfaces permettant une productivité du travail et par conséquent des revenus qui permettent de moderniser les exploitations. Je crois qu'il ne faut pas vivre dans le passé et que l'avenir, c'est un nombre de paysans diminué, mais ce ne sera plus les mêmes paysans, ce sont les nouveaux paysans. On s'arrête là? Quel dommage.